officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Alors attendez, là n'est pas fini. Alors, dans la formule taxionique, taxion, ça veut dire qu'il n'y a pas la vitesse C. Il n'y a pas la vitesse C. Rappelez-vous que la vitesse C, c'est pas une limite, c'est une frontière entre les taxions qui vont plus vite et les bradios qui vont moins vite. Oui, d'accord. Dans la relativité. Écoute, on a un expert. Localement. C'est ce que vous dites ici. Ah oui, oui. Bon, alors maintenant, attention, tenez-vous bien, accrochez-vous. La formule générale taxionique redonne cette valeur-là en mettant ici la masse du bicodon. Le bicodon d'ADN. C'est-à-dire, on arrive dans la seconde entreprise. Qu'est-ce que c'est que ce bicodon? Vous savez que la spirale ADN, il y a une spirale et puis il y a des codons qui se mettent sur un côté et de l'autre côté, vous avez le symétrique. Par exemple, AT, GC, etc. Hein? Et donc, le bicodon, c'est la somme des signes nucléotides. Et cette masse est constante parce que la somme AT est égale à la somme GC, à un hydrogène près. Ils n'ont pas vu. Je répète pour ceux qui n'écoutent pas. Dans l'ADN, il y a des nucléotides qui se groupent. Il y a AT, GC. Personne n'a regardé si c'était la même masse. Faut le faire. Moi, la première chose que j'ai faite, ça m'a pris 3 secondes. Est-ce que c'est la même masse? Eh bien, c'est la même masse à un hydrogène près. Donc, les couples AT et GC ont la même masse à un hydrogène près, qui fait que la somme des trois, la somme de la masse du nucléotide est définie à 3 hydrogènes près. Donc, l'ADN fonctionne donc en base 3. Ils n'ont pas vu ça. Francis, non, mais tu as raison. J'ai vérifié il faut expliquer que les protéines dans nous sont faites d'acides aminés. Et que chaque acide aminé est codé par un bicodon. Voilà. AT fait de trimère ADGC. Et qu'effectivement, ce que tu as montré, ça, c'est indubitable. Mais pour ça, personne n'a dit avant, personne ne l'a vu avant pendant le siège. C'est que le... Qu'est-ce que vous avez dit? C'est que ce que tu as montré, effectivement, c'est que la masse moyenne d'un bicodon, c'était le rapport entre le proton et l'électron. Ça ne s'invente pas. Ça veut dire que l'univers n'est pas construit n'importe comment. Ça veut dire que même l'ADN est un hologramme, enfin, un rapport hologrammatique avec les constantes. Oui, mais là, c'est une formule tachionique, n'oublie pas. Hein. Tachionique. Bah, oublie les tachyons. Bon. Si, ça veut dire que, non, t'as vu, l'ADN est en connexion tachionique avec le reste de l'univers. Où est la vitesse là-dedans? Bah, dis-toi, elle a sauté. Elle a sauté. Il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas de vitesse. On ne peut pas parler de tachyonique. Si, parce qu'il y a une vitesse grand C. Il y a une vitesse grand C. Qui On va la voir maintenant, doucement. Voilà, bon, donc je vais vous faire remarquer déjà, hein, on a deux formules, ça c'est une formule qui est répliquée taxionique, il n'y a pas la vitesse C. Donc on a double confirmation de la physique taxionique. La physique est taxionique. Les gens... L'absence de vitesse n'est pas une preuve de la tachyonicité. Enfin, je sais pas. Oui, mais attends. Écoute-nous. Alors attention. Il y a deux choses différentes, je pense. Il y a ces constatations empiriques de rapport entre les nombres, ça c'est indéniable. Et puis il y a un peu d'idéologie, bon, etc. Alors il y a une chose qu'il a oublié de dire, qu'il a trouvé aussi, hein, c'est que non seulement la masse moyenne des bicodons qui code chaque acide aminé est égale au rapport de la masse du proton à l'électron, mais que la masse moyenne des acides aminés, des 20 acides aminés, est égale à, devinez quoi? 137. Alors là, franchement, il y a à tomber le cul par terre. Hein. Bon, là, il faut le dire. Il y a des tas de corrélations. Il faut le dire. Bon, il y a des tas de corrélations, simplement, il faut montrer ça dans nous. C'est très important de parler des termes. C'est très important. Oui, mais voilà, la masse atomique, quelque chose, c'est la base de l'hydrogène, c'est égal à la masse de l'électron. Donc il y a une symétrie entre le bicodon, l'hydrogène et l'électron. Donc ça, disons, ça va dans le sens de ce qu'on appelle l'entrepôt, c'est-à-dire, apparemment, l'humain s'accorde bien avec l'univers. Ça tend à dire, justement, hein, c'est là que moi, au début, je n'avais pas compris. Moi, je croyais qu'il y avait des humains partout. Et vous allez voir, après, qu'on va tomber dans la seule entropie.
Vous allez voir comment. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la masse de l'hydrogène est la moyenne géométrique entre la masse d'un bicodon et la masse de l'électron. Exactement. C'est quand même extraordinaire, ça ne manque pas. Ça manque pas. Est-ce qu'il est dans le livre tout ça? Ah oui, tout ça c'est dans le livre. Oui, tout ça est dans le livre. Bon, Moi j'étais un livre, c'est un des livres dédicacés. alors, attention. Tout est vendu. Tout est vendu. Attention. Donc il y a une masse d'Armageddon. Alors justement, quand on a quantifié l'espace-temps, vous avez fait ça avec Christian Guizoin. Il n'est pas là, il a pu venir parce que sa femme n'aime pas les sciences. C'est une Ukrainienne, il a récupéré une Ukrainienne, elle n'aime pas les sciences. Elle n'a pas eu quoi, là? Elle n'aime pas les sciences, alors je dis, là, laisse pas tout seul, reste à la maison, ça va être filmé, je l'ai dit. Donc, figurez-vous qu'on a trouvé à un moment donné une masse de 10 puissance 12 kilos. Qu'est-ce que c'est que cette masse? Et on s'est aperçu, c'est la masse des humains disparus. Les humains disparus. C'est qui? Ah, ça veut dire qu'il y a une humanité antérieure à la nôtre. Non, il y a plein d'humains qui sont morts avant vous. Ah oui, bien sûr. Oui. Et c'est cette masse-là, on l'a appelée la masse d'Armageddon. Parce que dans la Bible, il y a une référence à une petite montagne. C'est pas très clair. Mais ce qui est clair, c'est ça, regardez. Le nombre d'Armageddon, c'est la masse de la femme, je vais la définir. La femme parfaite. On définit une femme idéale sur la masse de l'ovocyte. L'ovocyte, c'est quand vous étiez petit, mais mature. Une sphère de 150 micromètres de diamètre. La masse de l'ovocyte, c'est la masse de Planck divisée par racine de 137. Voilà, ça apparaît à ce moment-là. Et la femme, c'est une femme scandinave ou chinoise? Alors, je définis, la masse de l'homme, c'est 100 kg. Voilà, et la femme? 100 sur racine de 2. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Tu ne fais pas 100 kg? Non. T'es pas idéal de... J'en fais 67 malgré tous mes efforts. Tu vois. J'en fais 67. Faut pas se croire idéal. Hein? Non. T'as quelqu'un qui fait 100 kg. Il n'existe pas le idéal. Bon. Il n'existe pas. Oui, je sais. Mais oui, dans les formules, il apparaît cette masse, je suis désolé. C'est un ordre de grandeur, évidemment. C'est un ordre de Non, grandeur. non, très précis. Non, tu verras. Alors, c'est exprimé, il y a plusieurs relations qui sortent de 100 kg. Incroyable. Moi-même, j'étais surpris. Il y a plein de relations. Alors, attention. C'est aussi donc la masse d'Armageddon divisée par la masse de l'homme, 100 kg. C'est aussi le rapport entre la hauteur d'un humain de 2 mètres, un humain normal, Un basketteur, quoi. Bah, là c'est un tout petit, c'est pas un ou hein, parce que les 2 mètres, non, mais 2 mètres, on a vu que le mètre était très lié au cosmos. Mais 2 mètres, bon ben c'est un peu par 2, divisé par le rayon de l'atome d'hydrogène. Alors là, encore une autre relation. Et en plus, c'est le rapport des deux constantes nucléaires. C'est pas l'inverse plutôt? Non, ben ça, la faible est plus fort que... Non, mais les 2 mètres et RH. Non, c'est 2 mètres sur la marche, non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est un grand nombre. Hein. C'est 38 milliards. Hein. Ouais. Sors ta calcul. C'est des nombres sans dimension. Oui, 38 milliards. C'est sans dimension, mais tu ne prends pas quand même des masses à des longueurs. Bon. Moi, je te montre des corrélations. Tu as des corrélations, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, est-ce que c'est du hasard? Quand même, 38 milliards représentent l'ordre de grandeur de tous les humains qui ont vécu. Sauf que les masses, c'est proportionnel à des volumes et que et pas des longueurs. Je présente des rapports importants. C'est une longueur entre la puissance. Le rapport d'une femme sur son ovule, c'est quand même important. Ça ne s'invente pas, je suis désolé. Bon, bref. Alors, on se continue. Bon, là, déjà, on est... C'est un apport sur affaire, plutôt. On va peu importe, c'est un détail. Bon, ça, la masse d'Armageddon, comme je l'avais dit, ça définit le cosmos holographique. J'ai montré les formules tout à l'heure. Alors, je donne les détails. La masse d'un homme, c'est 100 kg. C'est aussi le rapport des vitesses, le rapport tachyonique, en racine carrée, et devant, il y a un rapport pi sur A. Ça ne s'invente pas. Et alors, maintenant, autre chose. Attention, alors, les femmes, vous êtes contents? Alors, c'est quoi la vitesse grand C? Ben, c'est justement le rapport, je vais confirmer, je vais expliquer. C'est le fameux 10 puissance 61. Grand C sur petit c, c'est 10 puissance 61. J'arrondis pour l'instant. Bon. Alors, les femmes, bravo. Il y a 3 femmes ici, 4 femmes ici présentes, je vous félicite.
je vous signale que votre phase atomique, c'est le nombre d'or à la puissance 137. C'est pour ça qu'elles aiment l'or. Hein. C'est pour ça que les femmes aiment l'or. Non, c'est que les femmes sont plus artistiques que les hommes. C'est pour ça que les femmes doivent faire des sciences. Donc, donc on convie les femmes, parce qu'en général, t'as vu chez l'autre, il n'y a pas de femmes dans les machins de mathématiques ou de physique. Aucune femme. Alors quand je l'ai vu, de quelle sort, elle est spéciale. Si c'était long, mais tu rencontres des gens qui ne font pas. Il vaut mieux aller à l'essentiel, c'est-à-dire l'anthropocosmos. C'est très important. La valeur moyenne de l'électron de la femme et de l'homme, c'est l'ovocyte. N'oublie pas ce qu'on a dit, l'homme n'est que poussière. Masse de l'ovocyte, c'est la masse de Planck divisée par racine de 137, c'est 2 microgrammes. 1,8 précisément. Donc là, attention, hein. Parce que la masse de Planck, tout le monde s'est demandé, les officiers, ça peut doit être ça, c'est trop grand par rapport aux particules. La longueur de Planck, ils ont dit et c'est très faible, ils ont dit c'est 40 ans, ils se sont trompés. Mais la masse de Planck, ils n'ont pas vu les rapports avec la biologie. Attention, la base de... ça c'est une base de Planck divisée par racine de 137. Alors vous avez la femme et l'or, ça s'invente pas les enfants. C'est bien. Alors, tout ce que je dis, hein, comme j'ai bien dit dans le bouquin, c'est vérifiable dans le bouquin. Vous avez toutes les constantes, vous pouvez tout refaire avec une calculette, pour qu'elle apprenne à utiliser une calculette. Mais Francis, tout ce que tu dis est exact, mais tu n'expliques pas. J'observe des corrélations. Ah ben c'est ça, moi, je suis d'accord. C'est des corrélations. J'observe des corrélations, c'est tout. Parce que, attends, je vais arriver à la conclusion, il y a tellement de corrélations, il y a quelque chose derrière. Ah, mais il y a quelque chose derrière, oui. Ah oui. Il n'explique pas, c'est ça le problème. Non, attends. Est-ce que vous... Attends. Les formules de Balmer, le développement au début, ça n'était pas expliqué. Ça a été expliqué beaucoup plus tard par la théorie de Broglie, etc. Mais au départ, c'était des observations, c'est tout. Oui, mais attends, parce que c'était des corrélations. C'est pas ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un certain Frank Drake, il a fait une équation de la probabilité de civilisation dans notre galaxie. Il a multiplié des probabilités indépendantes. Hein, il y a 7 termes. Il faut donner la formule. Francis, c'est des difficultés. Francis, oui, mais là-dedans, il a mis plein de facteurs, le nombre de systèmes solaires, le nombre d'étoiles, de planètes dans un système. Mais à un moment donné, il a dit l'apparition de la vie. Et là, il s'est trompé. Parce que l'apparition de la vie, c'est 10 puissance moins 10 000. Francis, donc ça veut dire le calcul vaut 0. Donc il faut multiplier les probabilités. Il faut donner la formule, tout le monde ne la connaît pas, il faut la donner. Vous regardez dans l'internet. Non, mais attends, si tu veux qu'on te file, il faut donner la formule. Non, mais moi je n'ai pas de temps à perdre avec une formule à la con. Parce que moi je donne des bonnes formules. Si tu veux réfuter une formule, il faut la donner. Non, écoute, Frank Drake, il a cru. Mais je la connais cette formule. Oui, mais il a cru que l'humanité partout. Quand ils ont envoyé la sonde Viking sur Mars, ils étaient sûrs de trouver la vie. Non, non, ils pensaient, oui. On parle de la galaxie. Quand ils m'ont il n'y avait pas de vie, le temps. Alors du coup, maintenant, ils envoient des extraterrestres, tout ça, oui, mais des extraterrestres, oui, mais ils s'en sortent pas. C'était une mauvaise compréhension du système solaire et de... Non, mais il y avait Carl Sagan, il y a encore un Américain. Carl Sagan, il a roulé les mécaniques, il a dit, la vie est partout dans l'univers, alors tout le monde a repris, tout le monde suit les Américains, allez vas-y, et tout le monde a gobé ça. L'apparition, parce que voilà l'erreur qu'ils ont faite. Ils ont dit l'histoire de la Terre, dès les premiers milliards d'années, il y a de la vie qui est apparue. Donc ils ont dit, raisonnement rapide, la vie donc apparaît naturellement. C'est ça l'erreur. Ils ont cru que la vie apparaissait quand tu mélanges. Mais là, on n'y arrive pas, hein, quand ils ont fait des expériences pour mélanger. Ils produisent peut-être des acides aminés, mais quand vous regardez, attention, quand vous regardez comment on fonctionne une simple cellule, mais vous tombez par terre. C'est d'une complexité. Incroyable. T'es d'accord? Alors la probabilité d'apparition de la vie, on ne peut pas la chiffrer. Moi je vous dis c'est 10 puissance 10 000. Donc c'est autrement dit, on ne peut pas comparer avec les autres probabilités. Donc ton Frank Drake, pour moi c'est un rigolo. C'est pour ça que je ne prends pas sa formule. Oui, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer qu'on peut dire que c'est quasiment impossible. C'est peut-être simplement que nos théories sont fausses tout bêtement. Mais... Non, mais moi je veux dire, moi je suis assez versé quand même. La biologie, c'est incompréhensible.
Non mais Francis, au lieu de critiquer un tel ou tel, montre, toi, ta théorie. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Non, mais bon, on va arriver à la fin. Organiser un ordre. Parce que moi j'ai ici une réfutation, regarde ici. Tout à l'heure. Exactement. Bon. Alors donc, quel est le taux de régénération? Comme je l'ai dit déjà, vous avez un neutron par cycle dans le volume d'un couple humain. C'est ça, on l'a dit. Alors donc, tout ça, on l'a dit. On va revenir en arrière. Comme ça. Bon, tout ça, on l'a dit, vous avez tous compris qu'il y a des mathématiques qui ont été oubliées, comme pose calculateur. Et donc, quel est le hic? Où est le hic? Ah, zut. Et voilà le hic. C'est la Terre. Et la Lune. On a mis une lettre pour la Lune. Le rayon de la Terre a été relié au maître égyptien, ça c'est Tasso, alors je rends hommage à Tasso. Tasso m'a dit, le maître égyptien était défini par rapport au rayon de la Terre de manière holographique. Bon, je n'ai pas vu holographique, mais j'ai été voir le bouquin, il y a une relation holographique. Donc voilà comment a été défini le maître égyptien. Donc ça c'est une chose, on verra après. Voilà, le maître égyptien était défini par holographie. C'est-à-dire l'air. Alors, si vous avez un pêcheur qui est à 1 mètre du lac, enfin du lac ou de la mer, il embrasse son horizon à 3570 mètres. Et l'air en question, pi fois 3570 carrés, et 2 pi r sur 1 mètre. Donc tu peux vérifier, ça donne 40 000 km. Tu peux vérifier. Attends. Vérifie. Non, parce que moi, ce que j'aime, c'est la définition du mètre. C'est la définition égyptienne du mètre. À la latitude du Caire. Oui, alors là. Ah non, c'est pas moi qui parle. Et dans le sens nord-sud ou dans le sens est-ouest? C'est Bismarck. Bismarck est spécialiste de la forme de la Terre. Oui. D'accord. Alors, il a défini la latitude de la Terre, ça correspond à ça. En fait, c'est entre le Caire et Jérusalem. Alors, non, rappelez-vous vos prières. Bon, bref. Alors, il y a aussi une relation avec la masse du Picodon, mais ça, c'est un détail. Voilà. Bon, donc, quand j'ai vu ça, je suis tombé par terre. Pourquoi? Parce que 3570, c'est un nombre spécial. Alors, c'est quoi 3570? On l'avait rencontré en visite des particules. Voilà, j'appelle ça le nombre central en visite des particules. Il est basé sur les nombres 2, 3, 5 et 7. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le produit, la somme et le produit. Et c'est phi puissance 17 moins 1. Aucun mathématicien, évidemment, il est parti. Mais la vie a craqué. Aucun mathématicien n'a vu cette relation magnifique qui lie les nombres de base 2, 3, 5 et 7 avec le nombre d'or. Ah, c'est le nombre d'or. Ça, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or, le fil traditionnel. Voilà. Et en plus, alors, attendez, c'est pourquoi on a repéré la physique des particules? Parce qu'il est voisin de la masse du taux. Alors, vous savez, l'électron, il a un grand frère qui est le muon, encore un autre grand frère qui est le taux. Le taux sur le muon, le taux sur l'électron, c'est à peu près du 3570, et le rapport intermédiaire, c'est 210. Le muon et la somme qui lie au taux. Alors, il manque une base, voilà. Bon, alors en plus, alors on peut se demander mais comment les Égyptiens avaient calculé la 17e puissance du nombre d'or quand vous faites une série de Lucas, hein, c'est-à-dire vous ajoutez les termes, si vous, au lieu de partir de 1 et de 2, vous partez de 1 et de 3, vous avez les puissances du nombre d'or qui sont définies à ce moment-là. Donc la 17e, c'est 3571, vous enlevez 1, 3570. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des savoirs anciens qui ont été oubliés? Voilà. Il y a un mystère, je le baptise dans mon bouquin, j'appelle ça, non pas le miracle égyptien, je dis le mystère égyptien, parce qu'on ne comprend pas comment ils connaissaient ils ont sorti ce nombre-là. Hein. Ça ne s'invente pas. Hein. Grâce à Napoléon. Hein. Napoléon qui est allé avec Champollion. Bon, alors maintenant, attention.
le rapport entre le rayon du cosmos et le R, c'est voisin, ça c'est voisin, 1 puissance 140, 3570, 137 sur 8 pile. Ça s'invente pas. C'est pas des nombres entiers. Hein. Oui, mais 135, oui, mais j'ai regardé la racine huitième dessus. Et j'ai A sur A moins 8. 137 sur... Oui, voilà. Bon, bref. On n'est pas convaincu. Moi, ça me convainc quand je vois ça. Ça veut dire que là, la huitième partie de ça, c'est voisin de la base. C'est significatif. C'est-à-dire la racine huitième. Prends la racine huitième de 3570 et tu vas trouver un nombre voisin de la base optimale. Ah. Il est comme ça, Thomas, et il faut qu'il touche. Voilà. Bon, ça ne s'invente pas non plus. Alors moi, quand je vois ça, je suis très content, je me dis, voilà, confirmation à la fois du cosmos et du 3570. Parce que moi, je suis logique. Ah oui, 140, là. On est voisin de 1 ou pas? Moi, j'obtiens 140,08. Non, non. Tu prends la racine huitième de 3570. Prends la 30. Moi, je vais prendre le logarithme pour Non, comparer. non, prends la 3570, puis le 1 sur 8. Tu sais faire. C'est la puissance, c'est la puissance. 0,125. J'ai pris son logarithme. Laisse tomber les gars. On va se dire 140, j'obtiens 140,088. Ça fait le logarithme, la machine. Le logarithme, c'est scientifique. Bon, là, on obtient 2,7 par là. Bon, bref. Ok, bon, c'est pas grave. J'y arrive pas bien. Donc, je continue. Attends, le 140, là, c'est... C'est quoi ça? C'est ça l'équivalent du 1061 ou quoi? Oui, c'est ça, c'est 10 puissance 61. Le fameux 10 puissance 61, maintenant on le détaille. On le détaille avec un nombre qui représente la Terre. Bon, attention, alors on arrive dans la seule entropie. C'est-à-dire, la Terre, attention, devient très spéciale. Hein. Alors, le gars qui a écrit le bouquin, tu m'as ramené le bouquin Seul dans l'univers, au fait? Comment? Le bouquin Seul dans l'univers, tu l'as bien lu? Je l'ai lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est là, le bouquin? Il est chez Francis, je crois. C'est pas celui-là? Ah oui, ça Il est là, Il est là. Bon, voilà, ce bouquin-là, ça fait pas tout à fait. ah, je vous explique. Bon, le point commun qu'a fait ce travail-là, c'est un astrophysicien assez connu. Lui, ils ont étudié les derniers résultats du nouveau télescope. Ils ont regardé les autres systèmes solaires. Il y en a plein, mais il n'y en a pas un seul comme le nôtre. Ah oui, ils sont tous différents. Alors il explique qu'il y a une diversité, ils sont effarés par la diversité. Non, mais attends, dans notre galaxie, j'imagine. On regarde déjà, oui, autour de nous, même dans la galaxie, dans notre environnement, ils ont trouvé 5003 systèmes solaires, moi j'en trouve tous les jours. Alors il n'y a pas un seul comme le nôtre. Francis, je peux te dire. Non, j'ai pas fini. J'ai fini l'événement. Et là-dedans, il explique que la Terre, elle a subi un tel nombre de spécificités qu'il prévoit que la Terre est unique dans l'univers. Dans notre galaxie. Ou dans la galaxie, si tu veux. Donc il dit que la Terre, elle n'a pas d'autre Terre. Elle est d'une beauté totale, mais moi je vais plus loin que lui. Lui, pour moi, c'est un amateur. Hein. Moi, je fais par des chiffres. Le livre est relié au cosmos par le nombre qui définit la Terre. Ah ouais, on arrive dans la seule entropie. C'est-à-dire que là, je donne du chiffre au... Mais là, tu définis la Terre que par ses dimensions. Oui, bon, c'est pas que les dimensions D'accord. qui ont fait que la vie est apparue. Oui, la vie, justement, ils n'ont rien compris comment est apparue la vie. Alors ne parle pas d'apparition de la vie, s'il te plaît. Oui. Non, j'ai dit que non. C'est quand même de ça. Non, ça je n'en parle pas. Ça, l'apparition de la vie, je vous ai dit, hors du système scientifique. C'est pas possible, je comprends rien, personne ne comprend rien, et je dis, c'est beaucoup plus, c'est divin. C'est divin. Moi je dis, là je craque, j'appelle le divin. Oui. Moi je suis franc avec vous, hein. J'ai trouvé des choses, mais des choses que je ne trouve pas. Donc je dis, c'est la limite. Et Dassault d'ailleurs m'a félicité, il m'a dit, tu es le seul à donner des limites à ta physique. Et voilà. Parce que tous les autres, hein, qui disent, ah oui, la vie elle va apparaître comme ça par hasard et tout ça. Pas par hasard, non. Mais, Ça, je ne crois pas du tout.
Par exemple, En plus, vous savez, l'évolution à la Darwin, là. C'est une belle connerie. C'est une belle connerie. J'en ai parlé ici même. Ah bon. De la question de Non, ce qui caractérise la vie, c'est plutôt la dévolution. Les mutations ne peuvent que régresser à l'humain. Et d'ailleurs, on est en pleine régression. Je vous signale qu'on est en pleine régression. Quand vous voyez un siècle de scientifiques, soi-disant prix Nobel et compagnie, pas foutu de faire un calcul de 3 minutes, vous n'allez pas me dire que c'est. Ah si, c'est un calcul obligatoire. Dans le bouquin de Francis, il y a beaucoup plus que ces arguments. Il lui donne raison. Mais il lui donne raison dans le cadre de nos connaissances qui sont basées sur l'observation essentiellement de notre galaxie, qui comprend quand même 100 milliards d'étoiles et puis un peu d'autres galaxies. Mais je vais te donner quand même un argument. Tu vois, c'est ce truc-là. Ça, c'est un mètre. Hein. Ça, c'est un mètre. Ah oui, ça, c'est un mètre. Alors, écoute-moi bien. Moi, j'ai un chat dont le mental a été formaté par l'évolution, par la sélection naturelle des chats. Si vous voyez une souris entrer dans un trou, il sait ce qu'il faut faire. L'évolution, la sélection naturelle a formaté pour ça. Nous, on est des humains formatés par notre évolution aussi. Hein. Bon, quelle que soit la nature de cette évolution. Mais si je fais chat au chat, alors, il ne va pas comprendre, mais il va chercher. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. Le chat, il ne comprend pas. Ça dépasse sa conception. Et nous, lorsque nous prétendons, à partir de choses connues d'observation de notre galaxie, nous prétendons en conclure pour l'immensité de l'univers et du grand cosmos, puisque la prétention, là je crois que c'est beaucoup de la prétention. C'est pour ça que si je pense que Francis a raison, il donne beaucoup d'arguments très convaincants pour notre galaxie, je pense qu'on ne peut pas en tirer des conséquences sur tout l'univers, sur les milliards de galaxies qui constituent l'univers, et encore moins le grand cosmos. T'as pas tout vu. Attends. Non, mais j'ai pas fini. J'ai lu et je suis. Oui, mais c'est vrai. Maintenant, je vais te montrer une corrélation milliardaire. Non, mais notre cerveau, il fait 1350 cm3 en moyenne. Le cerveau du chimpanzé, il fait 450 cm3. Lorsque notre cerveau fera 3000 cm3, on verra les choses autrement. Bon, ouais, alors donc L'intelligence n'est pas question de volume, hein. Non, mais je sais, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas avoir la prétention. Sauf si on admet, et moi je l'admets, qu'on est à l'image de Dieu, etc., ben je veux bien. C'est ce que Francis dit. Francis dit que nous sommes des terminaux d'un grand cosmos qui opère en base 137. C'est une autre façon, plus laïque, de dire qu'on est fait à l'image d'un Dieu. Bon, c'est une façon de parler. Il y a François Rodier, un physicien qui donne une sorte de théorie de l'évolution fondée sur la thermodynamique, qui montre qu'il y a une unité entre tout, la biologie, le cosmos, l'évolution des sociétés. Moi j'ai montré en fait, Francis était là à ma conférence la semaine dernière, j'ai montré qu'en fait les deux visions sont équivalentes. La vision finaliste et déterministe sont équivalentes si on admet l'existence d'ondes, de formes dans les molécules. Et dans les molécules, je donnais un exemple, où on retrouve d'ailleurs les nombres magiques, 137 et compagnie. Bon, j'aurais une proposition d'expérience. Ah oui. Mais tu peux faire un exposé, tu peux préparer un exposé. Non. Propose son étude de faire quoi? Tu nous as parlé du pendule de Foucault. Ah bah oui. Bon. À la latitude de Paris, il met 32 heures à faire un tour. Au pôle Nord, il tourne dans un sens, au pôle Sud, il tourne dans l'autre, mais avec la même vitesse. À l'équateur, il ne tourne pas. Ouais. Bon, l'équateur, alors, je propose de faire l'expérience au pôle Nord, où c'est le plus sensible, et de voir si c'est vraiment au cosmos qu'il est relié, ou si c'est par exemple avec un système de référence qui est celui de la galaxie. Oui. Bon, ben ça comprend. Alors, on a aujourd'hui les moyens de faire, avec la précision nécessaire, la différence entre les deux. Oui, mais le résultat il est garanti, cosmos. Bon, bref. Mais moi je prévois le résultat. Parce que tout est relié dans le cosmos. Vous n'avez pas montré, il y a une formule qui démontre que l'univers est le balayage d'un électron. Je ne l'ai pas montré. Parce que je ne veux pas vous aider avec quoi? C'est le balayage d'un seul électron.
Non, mais Christian, Non, mais parfois, je c'est une l'expérience. expérience qui Oui, c'est possible. demande quelques millions. Oui, 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 on va parler à l'histoire. Mais pas besoin, Et on arrive au moment où la précision, ben, la précision laser, c'est les lasers qui donnent la précision. suffisante pour savoir la différence. Ok, ben c'est une bonne remarque, oui, on va parler avec l'histoire. Seconde. Bon, bref, alors donc. Ça va donc. Alors, le mètre. Le mètre est confirmé directement par l'univers et le rayon holographique. Vous prenez le rayon de l'univers, on est 13,8 milliards d'années-lumière, vous convertissez en mètre, vous divisez par un mètre, vous avez le rapport de Neutrons à la puissance. Le rapport de quoi? C'est le rapport de masse neutron-électron, c'est 1838,68. Oui. C'est à la puissance 8. Ça veut dire le mètre est effectivement lié à l'univers du cosmos. Et le mètre égyptien, il faisait quelle longueur? Ben, c'est le mètre, c'est le vrai mètre. C'est le même mètre? Ben, disons que le mètre de la convention est moins précis. Hein. C'est un 10 millième vraiment. Non, mais le mètre de la convention, ils ont triché, ils n'ont jamais fait les mesures, ils ont pris le mètre péruvien d'un siècle avant. Il y a toute une histoire. Tu regardes avec Tasso, j'en parle maintenant. Donc tout ça, on vous a raconté que des histoires sur la révolution, tout ça. Vous n'avez pas le temps d'aller faire les mesures. Bon, ouais. Souvent, c'était le bordel. C'est une bordel. Bon, bref, alors on comprend plus le rayon. Le 19 millions d'années-lumière, il y a A sur pi, donc on sait que A sur pi au carré est égal à ça. Les précisions sont incroyables. Donc, et puis j'ai un truc que je n'ai pas rappelé, le volume de la pyramide, la grande. Tu l'as calculé ton volume de la grande pyramide? Le volume de la grande pyramide. Le Khéops. Oui, Tu l'as calculé? Non, mais non, tu t'es trompé, tu n'arrivais pas à retrouver 137 mètres au cube. C'est le cube de 137 mètres d'arrêt. C'est 137 mètres et le tout au cube. Ça ne s'invente pas. C'est une caractéristique de la pyramide. Ils ont cherché pendant des années, ils ont trouvé des tas de nombres, ils ont oublié de calculer le volume. Et tu veux tout dire. Tu veux tout faire. Bon, bref, alors attendez, vous n'avez rien vu. Parce que bientôt on va arriver au milliardième. Alors, la musique là-dedans. Oui, ben on va y arriver. Ah non, pas la musique, j'y connais rien. Rapport, là. Ma femme est venue pour ça. Hein. Alors, ah oui, mais on va vous passer la musique après. Alors, le rayon cosmique, donc vous donne la valeur en mètres, là. C'est 10,86 mètres, attention. Hein. C'est des ménages. Hein. Quand il y a me dit, ouais, l'univers est trop grand, là, tu parles, multiplie par 10,61. Bon. Je le divise par le nombre d'Eddington, pour voir. Je dis ce que je trouve. Je prends le rayon du cosmos, je divise par le nombre d'Eddington que je vous ai présenté en début de séance, vous avez 9 fois le rayon terrestre et 10 fois le neuron. Le neuron, on va peut-être plus le définir, c'est le temps de réflexe humain, le temps neuronal humain. Et c'est en plus 100 fois la masse de Fermi et la masse du nucléotide. Probabilité globale de ça, 10,10. Bon, bref, alors donc, il faut que je vous définisse maintenant le neuron. Le neuron, c'est ce qui caractérise le système nerveux. Parce qu'il y a des objections qu'on peut me dire. On peut me dire, mais oui, mais l'ovocyte, c'est la même masse que l'ovocyte du porc. On n'est pas des porcs. Ah, tiens, un peu quand même. Hein. Ah non. Quoi que il est plus le On cochon. fait des greffes. Hein. Ah oui, il y a encore une bête. Il y a dans la forme parce que les femmes aiment les cochons. On fait des greffes entre humains et cochons. Non, on va faire la remarque. Vous savez ce que j'ai répondu? Oui, mais le porc ne joue pas du violoncelle. Et justement, et maintenant je vais vous montrer le fameux neuron calculé directement. J'ai pas pris 3 minutes, j'ai mis bon, un certain temps. Je ne pensais pas le calculer. Hein. Où est-ce que j'ai mis mon neuron là? Voilà. Le neuron, ça donne la tonalité cosmique. C'est la période qui est donnée par H bar G et GF. GF, c'est la constante de Fermi. Elle est, vous voyez, elle est définie dans tout cas. Parce que les physiciens des particules, ils se mélangent les bretelles de la dégressivité, ils partent toujours en électronvolts, que j'ai fait sauter. Il y a une erreur de 2%. Des millisecondes. Voilà, 2%. Voilà. Alors, 137 mètres au cube, il y a une erreur de 2%. C'est significatif. En physique, si. Toi, si tu étais physicien, tu dirais une mesure à 1%, c'est déjà une mesure intéressante. C'est quoi GF? La constante de Fermi. Ah oui. Elle est dans le. Alors, moi, je suis arrivé,
J'ai pris les trois, elles sont très connues, hein, parce que n'oubliez pas que j'ai défini G avec 9 chiffres. Et voilà la période, le temps de réflexe humain. Si vous prenez l'inverse, vous avez ça correspond à 20, 25, non 52 Hertz. C'est pratiquement le 50 Hertz secteur qu'ils ont défini pour le cinéma, pour que les gens qu'ils fassent le brassage des images. Alors, attention, c'est à 3 octaves bas du La bémol, qui est 418, pour un accordage précis du La central. Là, on s'adresse aux musiciens. Il se trouve qu'il y a certaines personnes, ils ont l'oreille absolue. Ils ont l'oreille absolue. Moi, je ne l'ai pas, je vous dis franchement. Ils arrivent à... Je ne sais pas comment ils font. Il y a des gens qui ne sont pas normaux. On s'entraîne, ça se fait avec l'entraînement. Non, c'est la fête. Bon, j'ai un petit-fils qui a l'oreille absolue. Bon, bref. Alors, il se trouve que dans les pianos, il y a des histoires avec les pianos de concert. Là, on s'adresse à Maria qui est pianiste. Mais quand vous viendrez, il y a un piano, là, tu pourrez me faire une démonstration. Mais moi, je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait à l'accordéon. Bon, bref. Donc, il y a eu des cas, vous accordez les pianos de concert, il y avait le violoniste à côté, il a dit quelque chose qui ne va pas. Bah, évidemment, parce que le piano est en gamme, en tempéré, alors que le... Non, c'est une question, non, pas une question de, comme tu disais tout à l'heure, non, c'est une question d'auteur de son. Il y a des gens qui sont, ça ne comprend pas. Il y a un mystère. Moi j'ai une note dans l'oreille. T'as une note, toi? T'as un cadre, t'as un rêve? Mais ça se fait par l'entraînement, je pense, on peut y arriver. Certains pensaient au téléphone, ils se faisaient comme s'ils décrochaient le téléphone. À l'époque, on avait un là, ils faisaient le là. Mais Francis, le piano est en gamme tempéré, alors que le violon... Non, mais ça n'a rien à voir, je parle de la hauteur, de l'accordage, genre, arrête. Oui, mais ça a changé dans l'histoire. Mais t'as rien compris la musique. Attends, ça a changé dans l'histoire aussi, la hauteur de... Ah oui, bah, évidemment. Qu'est-ce que t'as critiqué là? C'est quoi l'intérêt de cette relation? Qu'est-ce que ça montre? Pour moi, ça ne montre rien du tout. Si, ça montre On qu'on est à 3 octaves, on est à 3 octaves de la bémol. le La, c'est le La bémol, 3 octaves, etc. Bon, ah oui, On peut trouver toutes sortes de calculs et aboutir à... Non, mais t'as pas vu ça, regarde. Non, pas ça. Précision milliardaire. J'annonce 10.9. Faut le faire. Alors là, il y a un silence de mort. C'est quoi? Quand on est à 10.7, déjà, c'est significatif. Mais attends, avant tu dois expliquer qu'est-ce que c'est qui est... Justement, 417 sur 419, ça représente c'est quoi? C'est... Alors, doucement, pas de panique. Bon, je prends le neuron que je viens de calculer. Je multiplie par C pour avoir une longueur. C'est quoi? C'est la vitesse lumière. Ah, Je le lève au carré, et qu'est-ce que je constate? C'est le produit du rayonnement holographique, il y a un facteur 2, mais il y a un facteur devant. Et ce facteur-là, figurez-vous, c'est la 144e partie de l'octave, définie par Steinheimer. Donc, Steinheimer avait fait l'étude des physiques des particules, mais il n'a pas vu sans doute qu'évidemment, c'était le rapport entre deux nombres qui interviennent dans les symétries ponctuelles en 10D et 11D et qui définissent une relation entre la masse de Fermi et la masse de Planck au milliardième. C'est quoi D? Quel D? De 10D et 11D. C'est les dimensions. 10D et 11D. Non mais c'est de suite, toi là. T'as du mal. C'est un mélange qui n'a aucun sens. Si! Il y a un rapport. Il y a un rapport qui apparaît. Moi, je ne suis pas idiot. J'enlève le 1 et je regarde l'inverse, je trouve 417 piles. Donc, autrement dit, c'est un rapport qui est canonique, et en plus, prévu par Steinheimer. Steinheimer avait fait les analyses en physique des particules. Il avait démontré que le truc intéressant, c'est la racine 144e de 2. C'est pas du hasard. Voilà. Bon, donc de toute façon, là, c'est vérifiable. Vous en déduisez cette relation-là entre la masse de Fermi et la masse de Planck, il y a ce rapport qui apparaît. Milliardaire. Donc, autrement dit, on est dans la
pas la numérologie, on est dans la nombrologie, où les nombres sont justifiés. 419, c'est la nombre. J'ai fait ça avec Dominique Weger, je ne sais pas si tu connaissais Dominique Weger, il travaillait sur la cristallographie, j'ai travaillé avec lui beaucoup. Il a parlé ici. Il a parlé ici, bon voilà. Donc lui, ils avaient calculé, tout un groupe qui avait calculé, et ce fameux nombre 419, c'est vérifiable, vous pouvez vérifier, donc il est spécial. Ok, donc là, on dit on est à 10-9, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain, bon, on peut dire que ça définit l'humain, puisqu'on a vu c'est des violoncellistes, hein. L'humain est en corrélation directe avec le rayon holographique du cosmos, 19 milliards d'années. Voilà. Bon, alors, est-ce que c'est vrai tout ça? Oui, c'est vrai tout ça, parce que bon, là je résume l'apport de Dominique Tasso. Hein. Et il n'y avait pas que Tasso, il y avait aussi Kotov. Kotov avait montré que la longueur, d'après la longueur qui est indépendante de la vitesse lumière, se retrouve partout dans le système solaire. Hein. Ça, tu l'avais vu, hein. C'est la distance Terre-Uranus. Bon, ça on l'a vu. Donc autrement dit, alors maintenant il y a autre chose. Le soleil il chante. Alors il y a Sylvie Beauclerc. Ah, le bouquin, il est où le bouquin alors? Non, mais je ne l'ai pas amené parce que c'était trop gros. Sylvie Beauclerc a écrit un deuxième volume. Elle avait déjà écrit un volume sur la nouvelle musique des sphères. Elle a réécrit un volume. Il se trouve que les étoiles ont des infrasons. Et le soleil, on est à 313 secondes. 313 secondes, on fait le calcul. On est à 17 octaves du la bémol. Elle appelle sol dièse, mais les musiciens savent bien sol dièse, la bémol, c'est pareil. Donc on est à 136 notes blanches du piano pour le soleil. Et les autres étoiles, c'est des fréquences différentes. Donc là, on a une corrélation. Vous allez me dire, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est peut-être à 1%, mais quand vous avez une série de relations indépendantes à 1%, vous faites le produit. Dans le calcul des probabilités, c'est ce qu'a fait le Drake, là, qui fait un produit des probabilités. Dans les probabilités, c'est ça que tu n'as pas compris. Quand on fait un produit de termes qui sont petits, vous tombez rapidement vers des termes très 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 petits. Et moi, je suis tombé à 10 puissance moins 40 par là. Alors qu'il y a que 10 puissance, combien il y a d'états solaires possibles dans l'univers? Disons, 10 puissance 12 dans la galaxie, 10 puissance 24. 10 puissance 24 est ridicule par rapport à 10 moins 40. Donc je dis, on est seul, pas dans la galaxie, dans l'univers. Paf! Voilà. Donc c'est un calcul de probabilité qui est proposé dans le bouquin. Ceux qui ne sont pas contents peuvent vérifier ce calcul. S'ils trouvent une erreur, ils gagnent une bouteille. Oh si, moi j'ai ça. Ça fait une erreur? 313 secondes, il faut un S. Ah non. Tu fais rire tout le monde là. Tu ne peux pas trouver un dire. Il a trouvé l'erreur. Mais non, parce qu'en unité, dans les unités, ça aide à comprendre, je regrette. Major de Polytechnique, vous avez dit. Ouais, non, mais attends, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Il a dit quoi à S à seconde. Comment? Quoi à S à l'unité seconde. C'est pas obligatoire de tu sais très bien qu'on n'a pas obligé de mettre les S dans les unités. C'est pas la tête du fan Polytechnique. Franchement. Mais non. Franchement, tu te dégrades. Bon alors maintenant, attention, vous n'avez rien vu. Tu t'étonnes qu'on ait du mal à comprendre. Non mais vous n'avez rien vu. Attends, vous prenez la tête. Tu oublies la parabole du chat. Le chat. Arrête. Bon, ça va, arrête. Tu vois bien qu'on t'ennuie, Maria. Alors maintenant, je vais dire à la musique. Là. Alors je te signale que sol dièse et la bémol, il y a quand même une différence. Hein. Oui, bah d'accord. Ah bah si. Ah, tu peux aller à la musique, hein. Alors je prends la gamme cosmique, le 665. Alors là, tu peux calculer, là. 665, je 2, 3, vas-y. Il a mis son accordéon. Après, on arrive à la musique, on va terminer là-dessus. Je vais vous achever avec le son des musiques de fait 730,50 déjà. Avant de faire des rapports, ça vient d'où ce concept de gamme cosmique? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut suivre. Dans la 6e gamme, il y a 665 qui sort. Tu le calcules directement. Sixième gamme. Log de 3 sur log de 2,
tu décomposes en fractions rationnelles et tu trouves la sixième note, tu trouves 665. Non mais Francis, je pense qu'on connaît la gamme chinoise, la gamme C'est avec la musique, ça je sais pas. Si, c'est le nombre de notes dans la gamme optimale. Oh, mais qu'est-ce que ça me dit? T'as quelque chose à dire? Bon, alors, non mais pourquoi d'où ça sort log de 3, log de 2? Mais ça, c'est l'expression. C'est l'expression de la gamme. 3 puissance 665, c'est 2 puissance 1154, on prend les logarithmes. Oui, mais nous sortirons. Quel rapport avec une gamme musicale? Là, je comprends pas. Là. Ah, c'est pas mal, t'as vu chiffre. 365. Il y en a un qui suit. Il C'est la base de la musique. Dans la musique, on sépare l'octave en temps de dimension, mais on sépare aussi le facteur 3 en temps de dimension. Il faut trouver des rapports entiers. Mais c'est pas dans toutes les musiques, ni dans toutes les gammes, il y a d'autres gammes. Non, moi je parle des gammes optimales. Elles sont bien définies dès le début. C'est 3,5. Ah oui, bien sûr, 3,5. Ah oui, bah, Bon, attendez, pas fini. Oui, mais pourquoi sur 665 Bon, ouais. Je vous divisez par deux, vous avez. C'est quoi 365 divisé par deux? Ben ouais, et vous prenez alors la relation de graphique N2, vous prenez la racine carrée, c'est quoi 27 0,29? Le binaire? Non, le solaire. C'est pas moi qui ai trouvé. Omar Valérie Casseur, quand t'as pas dit, j'ai trouvé cette relation la plus belle qui existe. Il se trouve donc que la rotation annuelle de la Terre est liée à la rotation du Soleil. Directement. 365, 24, 22. Ouais. Là, c'est 29. Voilà. On n'est pas loin. La rotation de la Terre est liée à La rotation. Le vital, c'est. Non, la relation. La relation, d'accord, ok, la relation, d'accord, ok. Le Soleil tourne à 26 jours. Voilà, Alors tu retrouves aussi, c'est vrai, on retrouve le 27 un peu partout. La Lune, non, c'est pas ça. à 665. On va c'est-à-dire la racine 665e de 2, c'est la racine 1054 de 3, c'est tout. Cherche pas la petite. La rotation du Soleil, c'est 27. Mais non, je vois même pas le rapport avec la musique. Mais si, explique-nous. La rotation du Soleil, c'est 25 jours. Le Soleil tourne sur lui-même en 27 jours. Et la Terre tourne autour du Soleil en 165 jours. Sur elle-même en 1 jour. Et la Lune autour de la Terre en 28 jours. Donc il y a des liens étroits. Il y a une sorte de résonance entre les rotations. Il y a une résonance entre les rotations. Est-ce qu'on peut arriver à des nombres fractionnaires de sa recherche. Si on veut une fraction avec des nombres entiers, peut lire le chapitre. Si on veut le faire par des fractions de nombres entiers, Alors la musique, 27 jours, le Soleil tourne autour de lui-même. exactement. Le Soleil tourne autour de lui-même. En 27 jours, il y a 27 jours. C'est le même temps que la tour de la Terre. Le Soleil tourne autour de lui-même en 27 jours. Non, du tout. Alors, on va finir là-dessus maintenant. On va parler d'horologie. On va 25 jours à l'équateur, 34 jours dans les régions. En moyenne, 27 jours. Oui, mais c'est Kotov. Non, c'est le chiffre de Kotov. C'est pas les deux chiffres, c'est Kotov qui m'a donné ça. La rotation moyenne, c'est 27,0. Je tourne pas, c'est vrai qu'il ne tourne pas. Mais la valeur moyenne, il a calculé. Et la Lune autour de la Terre, c'est aussi 28 jours. Oui, voilà. Bon, donc il y a encore des corrélations bizarres. Et les cycles de la femme, c'est les. Oui, voilà. Bon. On a une série de relations. Si vous multipliez les improbabilités, vous tombez dans le néant. C'est ça. Je vous démontre le néant. Donc c'est pas la peine d'aller chercher. Alors ils vont lancer dans des grands programmes d'observation, hein, comme la pauvre Vionique, elle m'a dit, oui, ils ont trouvé une civilisation. Non mais François. Ils ont trouvé une ville avec toutes ces lumières sur une plate sur Alpha du Centaure. Non, mais rien ne prouve que dans une autre galaxie lointaine. Si, je prouve. Je viens de prouver. la même chose que chez nous. Non, je viens de prouver par une série de relations, si tu multiplies les probabilités, t'as plus Il y a rien. peut-être d'autres soleils qui vont. Non. À 10 milliards d'années-lumière. On arrête là, parce que on arrête là, c'est pas la peine. Oui, il y a des programmes. Donc, je vous ai présenté des séries de probabilités 10.1, 2, etc. Quand vous multipliez, ça ne fait plus rien. Il y en a une à 10.7, à 10.8, à 10.9. Donc, c'est comme un assassin. Quand un détective cherche un assassin, il recueille des preuves. Et là, quand tu as 10.9, c'est la preuve de l'ADN. C'est lui qui vous dit.
Ouais, alors bon, on va terminer par le plus dur. Il y a des erreurs judiciaires. On va terminer par le plus dur. C'est quoi le plus dur? C'est le cerveau, on ne sait pas ce qui se passe là-dedans. Ah. La neurologie. Et justement, alors il se trouve que là, nous avons deux précurseurs. Nous avons deux précurseurs, là, justement, pour la liaison science-musique. Et donc, ils ont publié un article, ils ont dit les décimales de pi, les mathématiciens ne les reconnaissent pas, ils disent c'est au hasard, mais l'esprit humain les reconnaît. On va voir si vous avez un esprit reconnaisseur de... L'analyse statistique des décimales de pi montre une distribution aléatoire. Alors que l'analyse fabriquée à partir de quand vous répertoriez les... Alors, qui c'est qui n'est pas convaincu? L'armée? Oui, oui. Parfait. Elle n'a pas écouté. Les premières décimales du nombre pi en base 7. Ouais, en base 7. C'est ce qu'on appelle les septimales de pi. Et celui-là, Et j'ai pris les 31 premières. Hein. Parce que je sais qu'en musique, moi je suis musicien, attention. en 6. Attends, mais comment on les transforme en notes? J'ai pas compris la correspondance. En question. Celui à touche, il est où? Le piano du pauvre alors? Mais moi j'ai des moyens. À touche. Bon, non, bref. Qu'est-ce qu'il dit? Non, on le met en base 7. Ça s'écrit en base 7. J'enverrai. Non, on le dit en base 7. Oui, en base 7. Regardez comment tu le convertis en notes, c'est ça que je veux. Ah ben, je vais... chaque note. Il y a un code, il y a un code. Vous enverrez. Il y a un codage. Vous enverrez le codage. C'est dans mon article sur ces musiques. Voilà, Là, si. bon, il y en a qui ne sont pas convaincus. Là, c'est do. Et là, si, do. Il fait 7. Donc 7 notes. Ah non, oui, il avait encore deux. Et en base 7, il y a 7 chiffres. D'accord. Ah oui, ok, donc c'est juste la succession de... Ah, je sais pas, je peux pas vous l'expliquer, c'est parce que j'y connais pas. T'as ressenti. C'est compliqué, c'est C'est le... C'est pas le piano. Alors tu rejoues. Je le refais. Bon, il y en a qui n'ont pas écouté. On va recommencer. Alors, vous allez dire... Alors, vous allez j'ai dire... bien compris. Attends, je résume parce que tu vas très vite. Là, il y a 31 notes qui représentent en base 7 les 31 premières décimales divisées en base 7. Les 31 premières septimales. Ah ben bon, faut changer de mot. Ah oui, septimales, ça va. Est-ce que le 3 est pris aussi? Oui, c'est la première note. Oui. Ah oui, ben c'est 0. C'est 0 parce que en base 7, c'est 0. Voilà, je recommence. Parce qu'il y en a qui n'ont pas bien écouté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reconnu une mélodie là-dedans? Pas moi. Oui, mais ça, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reconnu quelque chose de beau? Parce que Maria, ici présente, elle est professionnelle de piano, professeure de piano, elle a dit c'est mieux que Chopin. Bravo. C'est vrai, Maria, tu as dit des choses aussi radicales. Que Mozart, c'est pas ce qu'elle a dit. Vous avez dit des choses aussi radicales. Non, c'est mieux que Mozart, pas mieux que ça. Ah, Mieux que Mozart. C'est déjà pas mal. Non mais l'idée en fait, c'est que le cerveau droit, qui est le siège de la musique, arrive à reconnaître ce que le cerveau gauche, qui est le siège du langage, n'arrive pas à reconnaître. Donc en mettant le nombre, enfin, si on fait l'analyse statistique des milliards de décimales du nombre pi, l'analyse statistique montre qu'il n'y a aucune corrélation. Et si on met en musique, eh bien, on trouve qu'il y a un sens. C'est pas n'importe quoi, c'est pas du rock, enfin bon. C'est on sent une harmonie, si vous voulez. Voilà, c'est ça qui. Quels sont ceux qui ça veut dire qu'il y a un ordre impliqué dans le nombre pi. D'ailleurs, l'ordre impliqué. Francis, excuse-moi. L'ordre impliqué se voit aussi dans la formule de l'air E puissance I pi égale moins 1. E et pi sont deux nombres transcendants particuliers. I et 1 sont des. Il y a quelques
qui est agressif. Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles, mais ceux qui sont trop matheux, ils sont un peu bloqués. Oui, moi je dirais, pour vous montrer, est-ce que c'est pas un hasard, il faudrait faire ça sur beaucoup plus que 31 décimales. Mais non, justement, on n'a rien compris. Non, mais attends, je viens de donner la réponse. Oui. E puissance I pi égale moins 1. Oui. Donc, ça ne peut pas être un hasard. La distribution des décimales dans E et dans pi ne peut pas être un hasard. Il y a un ordre, ce qu'on appelle un ordre impliqué. Un ordre impliqué, c'est un ordre invisible. Tu sais qui? C'est la fameuse. Comment dirais-je? C'est pas ça qu'il faut dire. Mais si, non, ce qu'il faut dire, c'est que 7 puissance 31, calcule 7 puissance 31. On va rentrer la précision. J'ai pris les 31 premières. Parce que moi je suis musicien, je sais que les musiques se répartissent toujours en multiples de 3. Mais écoutez, M. Marouani, on est à 10 puissance moins 26. Alors lui il va aller plus loin, ça va doucement. Attends, je ne veux pas écouter deux personnes à la fois. Je t'explique. Comme on est à la 31e décimale, on utilise donc 7 à la puissance 31. Donc j'ai demandé à notre ami, qui gentiment a vu que c'est 10 puissance moins 26. Là on va se coucher. Donc autrement dit, la messe elle est cuite, elle est dite, le cerveau humain, c'est quelque chose d'incompréhensible, on ne sait pas ce qui se passe, hein, donc j'avoue que... Il y a une autre chose, c'est qu'en base de l'air, pi c'est en base 7, c'est ce que tu as montré, en base de l'air c'est 2,222, etc. Bon, d'accord. Il y a quand même des choses cachées, on ne le voit pas. C'est pas pi. C'est pas bien. Ah, c'est eux, c'est eux. Enfin bon, c'est un autre nombre transcendant. Non, faut surtout pas chercher les milliards de décimales. L'autre fois, à Paris 7, il y en a qui m'a dit ouais, il y a 10 milliards de décimales dans le pi, évidemment. Mais c'est pour un physicien, c'est pas significatif. Non. Quand tu es à 10 puissance moins 26, attends, la musique, tu as vu, elle sort. Pourriez-vous formaliser cet ordre caché de pi? Formaliser cet ordre caché de pi? Non, il y a ce qu'on appelle un ordre caché. Bon, oui, mais pourriez-vous le formaliser? Même dans le chaos, il y a un ordre caché. Il y a une formule pour calculer pi qui fait tu sais que les phénomènes chaotiques obéissent à des équations. Bon, on va conclure là-dessus. On va conclure là-dessus. Au début de la petite réunion, j'avais demandé quels sont ceux qui croient qu'on est seul dans l'univers. Donc, il n'y en avait qu'un ou deux. Maintenant, quels sont ceux qui croient qu'on est seul dans l'univers? Vous levez la main. Attends. Parce que je voudrais que tu reprécises la question. Quand tu dis que nous sommes seuls, moi j'ai répondu oui en pensant aux êtres humains, mais pas à la vie. Je pense les deux sont liés. Les deux sont liés. Oui, mais pour moi, la vie existe ailleurs aussi. Alors voilà, on va séparer la c'est Pasteur. Pasteur, au XIXe siècle, pensait que la vie préexistait à la matière. Que la matière, c'est une forme dégénérée de... Bon, alors on va séparer la Je ne parle pas de la vie, de la vie de la désobéité, je parle des humains. Quels sont ceux qui croient maintenant que nous sommes seuls dans l'univers? Levez la main. Il y a maintenant, tu disais qu'on... Tu n'as pas écouté, toi? Je suis pas convaincu encore. J'ai plusieurs... Non, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai des arguments philosophiques. Oui, mais ta philosophie, on la connaît. Basée sur l'infini, ça dégage. Martha. Oui, je crois. C'est un plaisir. Et toi? Ah ben non, moi, t'es pas convaincu. T'es convaincu? Moi, je ne sais pas. Je suis pas encore... Tu relis le bouquin. Moi, je ne sais pas encore. Et vous vérifiez les corrélations. Une série de corrélations, c'est comme un inspecteur qui Ça arrive. peut très bien se tenir, mais j'ai encore des petits doutes. Je ne sais pas vraiment quoi. Francis, il y a 20 ans, tu disais exactement le contraire. Bien sûr, parce que je n'avais pas rencontré ta sauce. Non, c'est pas le contraire. Non, j'avais fait relier l'humain avec les paramètres de la physique. Donc j'avais dit, s'il y a des extraterrestres, c'est tous des humanoïdes. Quoi? Ah ben oui, j'avais relié l'humain avec tous les paramètres de la physique. Quand tu vois la base de 100 kilos, la femme qui fait au fil plus 130 mais dans les 100 kilos, je ne suis pas trop d'accord. Oui, mais tu dis, non, mais dis-le. Regarde. Bon. Non, c'est clair. Moi j'avais dit, à ce moment-là, il y a plein d'extraterrestres, mais ce sont des humanoïdes comme nous. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait la Terre qui arrivait, grâce à Kopov et Tasso, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est trop particulier, trop spécifique. Et je rejoins la conclusion de l'autre jeune village, mais lui, il n'est pas convaincant. Libri, il a une grande gueule, mais il n'est pas convaincant. Moi, je démontre. Ah, mais c'est pas convaincant non plus. C'est qu'il ne conclut pas. Moi, je conclus. Je dis,
le produit des improbabilités, c'est tellement petit qu'il n'y a plus on est tout seul. Non, mais Francis, tu dis ça parce que Tasso, qui a publié ton livre, t'a dit, tu ajoutes ça, je publie ton livre, sinon je ne le publie pas. Ah non, non, non. Je ne valide pas, je ne valide pas. Non, mais il ne faut pas l'écouter. Bon, allez, on va finir là-dessus. Donc, prochaine réunion, finalement, ça arrive. À bientôt sur Gojo TV.